Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable icône, le cheval américain. Forcément, on a tous en tête les images de western, les grandes plaines, les guerriers amérindiens. Mais est-ce que cette histoire, celle qu'on croit connaître par cœur, est vraiment la bonne? Accrochez-vous, parce que le voyage est plein de surprises. La question, elle a l'air toute simple, non? D'où vient cet animal si central dans l'imaginaire américain? Eh bien, la réponse, elle est tout sauf simple. En fait, elle est bien plus dingue et fascinante qu'on pourrait le penser. Alors, tenez-vous bien, on commence avec un truc de fou. Cette citation nous révèle que certains des chevaux les plus célèbres d'Amérique, comme l'Appaloosa, avec ses taches si caractéristiques, n'étaient au départ que des rebuts de la mode européenne. C'est incroyable de se dire ça. Des chevaux jugés démodés en Europe ont traversé l'Atlantique pour devenir de véritables légendes. Et cette origine pour le moins inattendue, ce n'est que le début. Ce n'est que la toute première page d'une histoire bien plus profonde. Une histoire qui va nous faire un bond gigantesque dans le passé. Et quand je dis bien plus loin, je ne parle pas de quelques siècles, hein. Non. Là, on parle d'un saut vertigineux dans le temps, à une époque préhistorique où le continent américain ne ressemblait à rien de ce qu'on connaît. C'est là qu'on découvre ce que l'on pourrait appeler le cheval fantôme. Un cheval originaire d'Amérique qui a vécu et prospéré sur ces terres avant de s'évanouir dans la nature, comme par magie, sans laisser de traces, ou presque. Regardez cette chronologie, elle donne le vertige. Le cheval est bien né en Amérique du Nord, c'est son berceau. Et pourtant, il y a 10 000 ans, pouf, extinction totale. Le continent qu'il a vu naître a continué sa route sans lui pendant des milliers et des milliers d'années. C'est un vide immense dans l'histoire. Alors, qui a résolu ce mystère? Eh bien, c'est là qu'intervient un nom qu'on n'attendait pas forcément ici, Charles Darwin. Oui, lui-même. C'est pendant son fameux voyage sur le Beagle qu'il va tomber sur une petite trouvaille qui va absolument tout changer. Et là voilà, la preuve, Equus curvidens. Bon, ça a l'air de rien, c'est juste une dent fossilisée. Mais cette petite dent, elle change toute l'histoire. Une fois analysée par le grand paléontologue de l'époque, Richard Owen, elle a prouvé que le cheval n'était pas un étranger en Amérique. C'était un natif qui avait disparu. Le fantôme avait enfin un nom. Allez, on quitte la préhistoire et on fait un bond de plusieurs millénaires. Le cheval sur le point de faire son grand retour en Amérique. Mais attention, cette fois, il ne revient pas tranquillement, il revient en tant qu'arme. Ce retour se fait en 2 temps. D'abord, quelques chevaux débarquent avec Christophe Colomb en 1493. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est au début des années 1500 avec Hernán Cortés. Là, le cheval devient une arme de guerre psychologique et militaire absolument dévastatrice dans la conquête du Mexique. L'impact est brutal. Il faut vraiment essayer d'imaginer le choc pour des peuples qui n'avaient jamais vu un cheval. Voir débarquer ces hommes en armure qui semblaient fusionner avec ces bêtes puissantes, c'était comme voir un monstre mythologique, un centaure prendre vie sous leurs yeux, une créature terrifiante. Mais c'est là que l'histoire prend un virage complètement fou. L'arme des conquérants va devenir l'instrument de libération et de pouvoir des peuples des plaines. Ceux qui le craignaient tant vont non seulement l'adopter, mais le maîtriser à un point inimaginable pour en faire le cœur battant de leur culture. Les spécialistes appellent ça une domestication moderne. Il faut oublier le processus lent sur des milliers d'années qu'on a connu en Eurasie. Ici, c'est une adoption culturelle fulgurante. En à peine quelques générations, des chevaux retournés à l'état sauvage deviennent la clé de voûte de sociétés entières. La transformation est totale. Avant le cheval, la vie est locale. La chasse au bison à pied est épuisante, dangereuse. Et après le cheval, boum, c'est une explosion. La mobilité est décuplée. La chasse devient d'une efficacité redoutable, la richesse se compte en chevaux. Le cheval n'a pas juste amélioré leur vie, il a littéralement créé une nouvelle civilisation des plaines. Évidemment, une telle maîtrise, ça fascine les observateurs européens. Et ça fait naître une première image, très romancée, celle du bon sauvage, en communion presque mystique avec sa monture, capable d'exploits équestres qui défient l'imagination. C'est un peu le cliché de l'harmonie parfaite avec la nature. Mais en même temps, une autre vision, complètement à l'opposé, se développe. Celle de barbares, qui exploitent leurs chevaux sans aucune pitié. Ces 2 clichés contradictoires, le bon sauvage d'un côté et le barbare de l'autre, montrent bien à quel point le regard colonial était incapable de saisir toute la complexité de cette nouvelle relation homme-animal. On arrive maintenant au bout de notre voyage. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'histoire du cheval en Amérique est une boucle parfaite, un cycle qui se referme de la manière la plus spectaculaire qui soit. Si on résume ce parcours incroyable, on peut dire que le cheval a eu 4 vies. D'abord, c'est un natif, né en Amérique. Puis, il devient un fantôme,
absent pendant 10 000 ans. Il revient comme une arme avec les Européens. Et enfin, il devient un partenaire, l'âme des nations des plaines. Le cheval a été façonné par l'Amérique, et en retour, il l'a refaçonné. Et c'est ça, le point essentiel. L'image du cow-boy, celle du guerrier des plaines, bref, toute la mythologie de l'Ouest américain que l'on connaît, tout ça repose sur le dos d'un animal qui, selon l'histoire qu'on racontait il y a 200 ans à peine, n'était qu'un simple immigré. Alors qu'en réalité, il rentrait à la maison. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui dépasse largement le cheval. Cette histoire nous montre comment un mythe peut se construire sur un oubli, sur une mémoire effacée. Alors on peut se demander combien de nos autres certitudes, de nos autres grands récits sont en fait bâtis sur une histoire que l'on a tout simplement oubliée. Ça laisse songeur.